Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le grand dialogue d'aujourd'hui. Nous sommes jeudi 12 novembre 2015. Bienvenue donc pour cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de migration. Comme vous le savez, le sommet de Malte occupe le plan de l'actualité et nous sommes avec 5 invités pour en parler. Boulaye Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens de l'extérieur et sur place à Malte à cette conférence sur la migration. Bakary Doumbia, représentant national de l'Organisation internationale de la migration au Mali, OIM, et également avec nous Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France, Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés et José Naranjo, journaliste à El País. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Alors, à ce sommet sur la migration à Malte, les observateurs sont divisés sur ses effets positifs envers les migrants africains. La question des migrants légaux et des migrants illégaux place donc les migrants africains dans le mauvais côté de la barrière. Les migrants syriens et afghans, puisque l'actualité l'oblige, sont aux yeux des Européens des migrants légaux. Cette classification des migrants par l'Europe assombrit-elle l'avenir des candidats africains? Alors déjà, nous allons poser la question à Bakary Doumbia, qui est le représentant de l'OIM. Alors, est-ce que cette classification convient à l'Afrique? Bonsoir tout le monde. Merci du temps que vous nous accordez pour cette émission. Je ne vais pas parler du fait si la classification est appropriée ou pas, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes de migrants. Et les réfugiés qui sont aussi des migrants bénéficient d'un statut particulier qui est différent du statut des autres migrants, tels que les migrants économiques et autres. Donc, ils ne sont pas vraiment classés à la même enseigne quand il s'agit de statut au niveau quand ils se retrouvent à l'extérieur de leur pays. Donc, c'est en fonction de ces textes-là que les définitions se font. Donc, je ne parlerai pas si... vous comprenez. D'accord, de migrants légaux et de migrants illégaux. Là aussi, c'est d'autres thèmes qui sont complètement différents. Migrants légaux, migrants illégaux et réfugiés, c'est complètement différent aussi. Donc, D'accord. Donc nous allons tenter d'y voir plus clair au cours de cette émission. Alors on me fait signe que Boulaye Keïta est en ligne. Boulaye n'est pas en ligne, c'est plutôt Sadio qui est en ligne. Sadio est le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Sadio, comment est-ce que vous voyez ce sommet de Malte sur la migration? Alors, bonsoir à tout le monde. Je pense que ce sommet-là dit son nom parce que lors du passage du président de la République, son Excellence Boubacar Keïta... Alors, vous oubliez le nom de votre président. Ça commence bien. Donc, nous avons quand même parlé de cette question du sommet de Malte. Donc, au niveau de l'Europe aujourd'hui, comme ça a été dit, on est en train de faire une classification des migrants égaux, ça c'est un peu les intellectuels, les artistes, etc. Les migrants illégaux, ça c'est les migrants qui migrent pour les questions économiques et autres. Aussi, il y a les réfugiés. Donc, cette classification, pour nous, en Europe, est très mal aperçue parce que, d'une manière ou d'une autre, on se déplace pour une raison valable, que ce soit une raison économique, que ce soit la raison politique ou autre, on se déplace pour une cause bien déterminée.
Merci beaucoup, Sadio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Restez avec nous car cette émission ne fait que commencer. Alors, José Naranjo, journaliste à El País, vous êtes avec nous. De quel œil est-ce que les médias occidentaux voient ce sommet de Malte? Bon, merci beaucoup, bonsoir. D'abord, je voudrais aussi m'exprimer sur la question des migrants légaux parce que je suis vraiment étonné. À mon avis, je pense que personne ne peut être qualifié comme illégal. Une personne ne peut pas être illégale. Alors, on peut parler d'un migrant dans une situation administrative irrégulière, mais pas une personne illégale. Ça, c'est pas un sujet de droit de parler d'illégal par rapport à une personne. Une personne peut commettre une illégalité, mais ne peut pas être illégale per se, je veux dire. Alors, je pense que cette classification que vous parlez, bon, à mon avis, c'est vraiment bizarre, d'abord. En tout cas, ça qui me touche à ce moment en Europe, c'est une sorte de division qu'on est en train de créer entre réfugiés et migrants, surtout dans la presse. Tu me demandes par la question de la presse. J'essaie de suivre la migration africaine depuis 1998. J'ai vécu pas mal de fois en Afrique, j'ai fait pas mal de reportages. Et il y a une chose qui, à mon avis, c'est grave, c'est qu'à ce moment, quand un migrant syrien arrive en Europe, on l'appelle tout de suite réfugié. Quand un migrant africain arrive, on l'appelle tout de suite migrant, sans savoir ses conditions, sans savoir son parcours, sans savoir il vient d'où. Le motif de son départ. Parce que, par exemple, il y a les Érythréens, il y a les Gambiens, les Maliens également. Il y a les Maliens qui sont en train de passer des difficultés chez eux. Mais on l'appelle des migrants, comme ça, sans faire la distinction. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est injuste. Et aussi, je veux dire que bon, c'est vrai qu'il y a des classifications de réfugiés, de migrants, d'une façon légale, mais il y a aussi une question, c'est que la migration, c'est un droit qui est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ça aussi, il faut le reconnaître, ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. D'accord. Merci beaucoup, José Naranjo, journaliste à El País, quotidien espagnol. Alors, Ousmane Diarra, vous êtes de l'Association malienne des expulsés. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la conclusion de ce sommet de Malte? Alors, je vous remercie d'abord d'avoir m'invité pour participer à ce grand débat, ce grand dialogue. Le sommet de Malte, nous, en tant qu'une organisation de la société civile qui défend les droits des migrants, surtout des migrants de retour involontaires, on a mal aperçu, on a mal entendu, mal vu le sommet de Malte. Si vous avez vu la déclaration de l'AME sur la question, on était même contre le sommet de Malte. Parce que les 5 points à l'ordre du jour, il y a des points que l'Afrique ne doit pas accepter. Et d'ailleurs, finalement, les dirigeants africains n'ont pas pu quand même accepter jusqu'à maintenant où je vous parle. J'ai eu des informations. Union africaine... Sur quel point, par exemple? Sur le point de réadmission, d'abord. Le point de réadmission. Encore ensuite le point... Qui consiste en quoi? Le réadmission, comme vous le savez, c'est l'expulsion légale des migrants illégaux dans les pays de départ, dans les pays d'accueil, quand même dans les pays africains. Donc la réadmission, le retour des migrants ne doit pas se faire dans les conditions de partenariat ou de la coopération d'une manière. Donc on était beaucoup vraiment inquiétés si les dirigeants africains allaient d'accord pour signer cette convention. Mais à la fin, aujourd'hui, là où je vous parle, quelle qu'en soit l'Union africaine et la CEDEAO, quand même, personne n'a pas accepté pour la signature de cet accord de réadmission. Donc voilà. Ça pose problème. Alors, Bakary Doumbia, vous êtes le représentant de l'OIM, représentant national. Ce qui pose problème à ce sommet, c'est bien évidemment les dénominations qu'on veut bien donner aux différents migrants. On parle de réfugiés, on parle de migrants. Aujourd'hui, quel est le nom exact qu'on donne à l'ensemble des migrants africains? Est-ce que certains sont réfugiés? Est-ce qu'ils bénéficient du statut de réfugiés ou bien ils sont tous dans le même bateau de migrants?
Bon, en fonction des conventions qui ont été signées, le statut de réfugié se détermine pas par la personne seulement, mais il y a une commission dans chaque pays qui détermine qui est réfugié et qui n'est pas. Bon, le HCR n'est pas là, je ne vais pas parler pour eux, je suis de l'OIM, mais dans tous les pays, d'abord, c'est les pays hôtes qui déterminent, qui travaillent ensemble avec le HCR et qui, en fonction des déclarations des personnes qui viennent, disent et identifient ou disent si ces personnes sont effectivement des réfugiés ou qui ne sont pas des réfugiés. Pour ce qui est du reste des migrants, il y a plusieurs autres catégories. Bon, le point que le collègue a signalé, on ne parle pas de l'illégalité, mais plutôt on parle d'irrégularité. Pour nous, en tant qu'OIM, on considère que la migration la migration en elle-même est un phénomène qui est très positif. On connaît beaucoup de pays qui ont beaucoup bénéficié de la migration. Prenez par exemple l'exemple des États-Unis, prenez par exemple l'exemple du Canada. C'est des pays qui bénéficient beaucoup aujourd'hui de la présence des migrants. Donc, favorisé également par la situation du pays. Il faut dire que quand la migration est faite de façon régulière, elle bénéficie non seulement le migrant lui-même, elle bénéficie le pays de départ, elle bénéficie aussi le pays qui reçoit le migrant. Comment déterminer une migration régulière? Imaginez par exemple si vous avez un diplôme, juste un exemple. Vous avez un diplôme et vous avez postulé pour un emploi dans un pays ou vous avez postulé pour un programme de migration et que vous êtes sélectionné. Donc si vous êtes sélectionné suivant ce programme, vous arrivez dans le pays, vous arrivez de façon régulière. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vie en danger pour arriver dans le pays. Vous prenez les moyens de déplacement réguliers pour arriver dans le pays. Quand vous arrivez dans le pays, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui vient d'arriver. On vous donne tous les droits d'un migrant et on vous donne tout ce que cela va avec. Vous commencez le travail. Vous avez la possibilité d'envoyer soit tout votre argent ou comme vous voulez l'investir. Vous avez tous les droits. En fonction des règles donc, du pays d'accueil. Maintenant, quand vous arrivez dans un pays qui a signé... Bon, le principe de l'intégrité des territoires, ce sont des principes qu'on ne peut pas nier à aucun pays. Si vous arrivez dans un pays où vous n'êtes pas attendu, il y a des règles qui sont dans le pays qui vont s'appliquer à vous. Donc, personne ne va vouloir ouvrir ces frontières pour que tout le monde arrive. S'il y a des frontières, il faut aussi qu'il y ait des critères d'admission et de non-admission. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut essayer de voir. D'accord. Je sens que José a beaucoup de choses à dire. Nous allons observer une courte pause et nous vous donnerons la parole pour exprimer votre point de vue. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur le sommet de Malte consacré à la migration. Alors, nous étions avec Bakary Doumbia, le représentant national de l'OIM. Face aux propos de Bakary, José Naranjo, journaliste à El País, ce quotidien espagnol, veut réagir pour apporter sa contribution. Allez-y, José. Oui, j'étais en train vraiment d'écouter M. Doumbia. Une des questions, à mon avis, très importante, c'est que maintenant, en Europe, il y a une réalité, qu'il y a des milliers d'Africains qui sont en route, qui sont en train d'arriver, bien sûr, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce. Et ça, ce n'est pas une chose qui vient de l'autre jour, c'est quelque chose qu'on est en train d'assister à cet exode depuis longtemps. Et l'Europe est vraiment obsédée pour la question sécuritaire. Ils sont pas, en Europe, il n'y a pas l'intention de faire ça que précisément vous parlez, d'essayer d'ordonner un peu la situation, non.
c'est d'abord la question sécuritaire. On est en train d'opposer des policiers de l'Italie, de l'Espagne, même il y a des policiers espagnols qui sont en train de faire des patrouilles au Sénégal et en Mauritanie. Ça, par rapport à la souveraineté d'un pays, c'est déjà quelque chose qui est bizarre. Ça, d'abord, on est en Europe, la sensation, c'est que d'abord, la question migratoire, on va essayer l'approche, c'est sécuritaire pour la question migratoire. Et ça, à mon avis, c'est déjà un problème. Quand je me promène pour les consulats ou les ambassades européennes en Afrique, que ce soit à Bamako, que ce soit à Dakar, n'importe où, je vois que des jeunes qui sont là pour recevoir toujours la même réponse, que c'est non. C'est non, la réponse. 90%, 95%, c'est non. On a fermé vraiment la porte. On empêche les gens d'y aller. Même les gens qui peuvent avoir des diplômes, on a vraiment fermé. On a laissé que la porte illégale ou irrégulière pour arriver là-bas. Et à mon avis, ça c'est vraiment criminel de fermer la porte comme ça. Est-ce que cela ne va pas également alimenter d'autres, les réseaux de passeurs Bien également et envenimer donc la situation? Alors, nous allons du côté de Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Sadio, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Mali est particulièrement visé par ces mesures de tri? Je pense qu'on ne peut pas dire que le Mali est le seul pays, enfin, visé par ces problèmes-là, mais c'est toute l'Afrique en général. Et peut-être que le Mali, aussi vu notre histoire, donc est beaucoup plus concerné par rapport à cette question-là, mais je pense que c'est général. Mais pour revenir un peu à ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains qui sont là-bas ont demandé quand même beaucoup plus de visas pour que cette situation d'irrégularité puisse être enlevée. Mais malheureusement, il y a un blocage à ce niveau-là parce que les Européens ne veulent pas entendre de cette voie-là. Quand vous dites plus de visas, c'est peut-être plus de facilité d'acquisition des visas dans les pays de départ. D'acquisition, tout à fait, d'acquisition des visas. Ça permettra aux gens d'aller et de revenir sans contrainte majeure. Si vous voyez aujourd'hui, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est qu'au niveau du consulat aujourd'hui, il y a des files d'attente, mais 90%, voire 95% des demandes de visa aujourd'hui sont rejetées. Du coup, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est les passeurs qui en profitent de la situation. Pas plus tard que cette semaine, on a discuté avec des jeunes qui sont venus de la Libye et qui disent clairement qu'en Libye aujourd'hui, on ne peut pas circuler librement en Libye et les passeurs sont là. Une fois qu'ils vous donnent l'argent, vous êtes obligé de partir. Vous êtes obligé de partir, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc vous voyez un peu la question du marchandage qui est aujourd'hui autour de visa. Donc moi je pense que comme beaucoup de chefs d'État aujourd'hui, l'Europe est en train de s'organiser. L'Europe s'organise comme il l'appelle et même la philosophie de ces sommets-là, c'est de prendre les mal à la racine. Donc c'est d'empêcher, en tout cas de dissuader les Africains. Et il n'y a pas que les Africains. Et quand on voit la migration aujourd'hui, c'est surtout les Moyen-Orient en majorité. Mais aujourd'hui, ces sommets-là visent davantage, beaucoup plus l'Afrique quand même que les autres continents. Merci beaucoup, Sadio Diakité. Je rappelle que vous êtes du Haut Conseil, du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, Ousmane Diarra, vous êtes de l'association malienne des expulsés. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans cette façon de faire une politique deux poids, deux mesures enclenchée et ainsi par l'Europe? Écoute, moi, en tant que représentant d'une association, activiste aussi, moi je peux dire que l'Europe a échoué dans leur politique migratoire depuis très longtemps. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a parlé beaucoup les accords. Il y a des multiples accords qui ont été signés entre le pays du Sud et le pays du Nord, mais la finalité est toujours des échecs. Moi, je peux revenir un peu. Si l'obtention de visa est très difficile, l'argent des demandeurs de visa ne sont pas remboursés. Aujourd'hui, on parle des pasteurs, le détournement des bateaux, lutter contre le trafic d'hommes.
Et ces trafiquants aujourd'hui sont des Européens, ce n'est pas des Africains. Dans les années 2001-2002, c'était les petits pirogues sénégalais et les petits pirogues mauritaniens qui transportaient les gens. Mais aujourd'hui, c'est les grands bateaux européens même qui transportent ces migrants dits clandestins. Depuis en Libye jusqu'à Lampedusa. Donc les bateaux qui transportent ces migrants, ce n'est pas des bateaux africains. Donc les machines de clandestinité, les machines de tri, c'est l'Europe qui est en train de nous montrer ces phénomènes que nous, on a mal compris. Pour encore toujours revenir sur les décisions des Européens, parce qu'ils ont failli leur décision, leur politique a vraiment échoué. Il y a des accords qui ont été déjà signés, l'accord de Cotonou dans les années 2000, il y a des accords de réadmission. Dans cet accord de Cotonou, dans son article 13, avec tous les pays ACP et Union européenne, alors, au-delà de cet accord de l'Union européenne et Union africaine, un pays membre comme la France, un pays membre de l'Union européenne, a tenté de signer le même type d'accord avec les pays de l'Afrique, dont le Mali n'a pas signé. C'était notre slogan aujourd'hui au Mali depuis hier et aujourd'hui. On a sensibilisé les Maliens, on a parlé partout que le temps d'Amadou Toumani Touré, il a refusé de signer cet accord de réadmission. Est-ce qu'aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta va signer? Mais aujourd'hui, on voit que les pays européens et les pays africains n'ont pas signé. Alors, maintenant, pour mieux gérer cette migration, je pense que ça doit être des débats d'une autre manière. On doit réfléchir entre les partenaires européens et africains. On doit trouver des stratégies de développement. On a un programme. La société civile, on a un programme. Le programme de démystification de bien-être ailleurs et la valorisation de l'individu dans son milieu local. Donc le développement local, attaquer donc la racine du mal sera, selon vous, procéder au développement des pays de départ? Oui, effectivement, parce que le pays de départ, vous savez, à cause de la guerre, les guerres ethniques, les conflits Boko Haram, tant d'autres, le changement climatique, les jeunes diplômés sans emploi, les jeunes recalés dans les sites. Tout ceci concourt. Voilà, donc, tout ça, c'est le sous-développement. Alors, moi, je peux revenir un peu. Je vais peut-être passer la parole à Bakary Doumbia. Sinon, temps de parole oblige. Je vais revenir vers vous tout à l'heure, Ousmane Diarra. Alors, Bakary, est-ce que dans cette façon de faire aujourd'hui, l'Europe ne renforce pas les réseaux de passeurs? Je vais essayer de répondre un peu aux deux intervenants, plus M. Diarra, avant de venir vers vous par rapport à la question que vous posez tout de suite. Allez-y, rapidement. Il faut dire que nous, notre position n'est pas d'incriminer un pays ou de ne pas incriminer un pays. Ce n'est pas ça la position de l'OIM. Le plus important ici, je pense que nous tous, nous accordons sur le fait que parce que la question de donner le visa, ne pas donner le visa, ça, ce sont des questions de souveraineté nationale. Et là, on ne va pas rentrer dedans, que ce soit criminel ou pas criminel. Ça, ce ne sont pas des jugements que nous portons. Mais on s'accorde tous à dire qu'il y a beaucoup de souffrance, et tout le monde, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va nous dire le contraire, qu'il y a beaucoup de souffrance sur la voie de la migration irrégulière. Regardez combien de personnes perdent leur vie. Également sur la voie légale. Sur la voie légale, non. Sur la voie de la migration régulière, il n'y a pas de perte attendre de vie. sous le soleil durant des années, reprendre les mêmes procédures. Sur la voie de la migration régulière, mais n'oubliez pas, quand on parle de la migration régulière, la migration régulière des Maliens ne se fait pas seulement vers l'Europe. Il y a les pays du Sud également, il faut retenir l'Angola, que le Gabon. 84% des migrants ouest-africains sont en Afrique de l'Ouest. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Et donc, ils réussissent aussi. Et ils réussissent très bien, il faut qu'on le dise. Donc là, on est en train de parler d'une frange peut-être minime de population qui va vers l'Europe. Mais on s'accorde ici tous à dire qu'il y a beaucoup de souffrance dans la voie de la migration irrégulière. Et dans cette souffrance-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'endiguer ce fléau? D'accord. Donc, c'est là, je pense, qu'il faut essayer de partir. Sinon, la migration régulière en elle-même a tellement de bénéfices que
je serais un pays, je faciliterais la migration régulière. Il n'y a aucun pays au monde qui refuse la migration régulière. Il n'y a aucun pays que je sache. D'accord. Donc, Alors, le problème majeur, et tous les pays s'accordent, et tous les participants ici, je vois, s'accordent sur le fait que la migration irrégulière est un véritable problème. Je pense qu'on gagnerait peut-être à dire ce que ces problèmes sont, comment faire pour les éviter et comment soutenir les populations. Parce que souvent aussi, les gens s'engagent dans ces voies, ils ne savent pas vraiment à quoi ils s'attendent. On leur dit, comme M. Diarra dit, que l'Europe c'est l'Eldorado, la vie est belle de l'autre côté. C'est vrai, la vie est belle, mais dans une situation irrégulière, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier? Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'autre dans nos pays? Tout ça. Donc, pour en venir à ma question, oui. Est-ce que cette mesure de tri ne favorise pas le renforcement des réseaux de passeurs? C'est vrai que si c'est difficile d'avoir le visa, les gens vont essayer de partir de façon irrégulière. Mais est-ce que la voie de la migration irrégulière aussi est la bonne voie? Si un pays ne vous donne pas la possibilité d'aller dans ce pays, vous pouvez aller dans un autre pays. Il y a combien de pays dans le monde? Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut regarder. D'accord. Alors, José voulait réagir par rapport à cette question de réseau de passeurs. Allez-y. Oui, bon, depuis longtemps en Europe, il y a tout ce discours officiel. Chaque fois qu'il y a un naufrage, il y a un bateau qui coule. Voilà. Il y a les dirigeants européens qui se posent les mains dans la tête et disent « Ah, ça c'est la faute des mafias, il y a les mafias qui sont... » Et à mon avis, c'est une façon de laver sa propre conscience parce que vraiment, quand on regarde la migration irrégulière, à mon avis, il y a deux côtés. Il y a d'abord ce que je viens de dire avant, c'est le côté que l'Europe a vraiment fermé la porte en laissant les jeunes africains qui veulent aller en Europe seulement la possibilité d'aller de façon illégale. Ça, c'est un côté. Il y a l'autre côté, c'est le sous-développement de l'Afrique. Et par rapport à ça, bon, ça c'est un autre débat probablement plus large, mais seulement une réflexion. C'est vrai que la coopération nord-sud ne va pas développer un pays, mais ça aide quand même. Ça peut au moins poser la première pierre d'une sorte de développement. Et aujourd'hui même, mon pays, l'Espagne, il y a un rapport qui vient de sortir qui dit que la coopération espagnole vers l'Afrique a diminué au niveau de 1989. On était, ça fait 10 ans, à 0,7% et aujourd'hui, on est à 0,1%. Sans oublier la crise également qui a frappé l'Europe. Oui, c'est vrai, il y a la crise, mais quand même, je pense que la coopération, c'est un devoir. À mon avis, c'est pas quelque chose qu'on donne parce que ça nous fait plaisir, non, c'est un devoir. Il faut développer le monde parce que ce monde se développe tout ensemble, on est foutu, quoi. D'accord. Alors, nous allons, pour compléter peut-être en 2 mots. Oui, en 2 mots. Cela veut dire que nous, aujourd'hui, on a dit que le sommet ne doit même pas les gens ne doivent même pas partir pour une rencontre en Europe, à Malte, parce que les pays membres de l'Union européenne ils ne sont pas mûrs sur leur engagement, c'est-à-dire tout ce qui dit sur la coopération et les conventions. Les promesses ne sont pas tenues. Ça ne sera que la convention entre le Mali et l'Espagne sur le travail saisonnier, tout le monde a vu. Il y a eu des patrouilles au niveau de l'Espagne, en collaboration avec la police malienne, qui ont allé chercher même les migrants maliens en Espagne. Et de retour, l'Espagne avait accordé certains visas, le visa de 29 personnes. Alors, donc en 2009-2010, l'Espagne, en collaboration avec le Mali sur une convention, ils ont expulsé plus de 800 Maliens qui sont venus dans des conditions très difficiles et que après le retour de 29 personnes, ils ont fait le travail de 3 mois, et le travail saisonnier de 3 mois. À leur retour, l'Espagne a dit que bon, voilà, il y a la vie chère, nous on ne peut pas continuer dans notre engagement. Donc, ça rejoint la question de la crise également. Alors nous allons observer une courte pause et nous reprendrons pour la dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Un sommet sur la migration, c'est celui de Malte avec les dirigeants africains et l'ensemble donc de la communauté européenne. Alors sur la question, les observateurs sont divisés sur la façon aujourd'hui de procéder au tri des migrants, ceux partant d'Afrique et ceux partant de pays comme la Syrie et l'Afghanistan. Alors aujourd'hui, nous avons cinq personnes pour nous parler, donc quatre pour nous parler de cette question. Alors Boulaye Keïta, malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec Boulaye Keïta, qui est du ministère des Maliens de l'extérieur et qui participe également à ce sommet à Malte. Alors nous sommes avec Bakary Doumbia, représentant national de l'OIM, Sadio Diakité qui est en ligne, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France, Ousmane Diarra de l'association des expulsés du Mali et José Naranjo du quotidien espagnol El País. Alors nous allons du côté de Sadio. Sadio, nous parlons dans cette troisième partie du développement. Est-ce que le sommet de Malte qui se déroule en ce moment va-t-il résoudre le développement des zones de départ? Non, je crois que ce sommet-là ne va pas développer les zones de départ. On le sait tous. On parle d'1,8 milliard pour venir pour des projets en Afrique pour essayer de maintenir les gens, de dissuader de partir. Et en contrepartie, il faudrait que lors de ce sommet-là, les discussions tournent autour de... il y aura les policiers africains qui vont, de l'immigration bien sûr, qui vont épauler leurs collègues européens pour voir qui est illégal, qui n'est pas et comment il faut expliquer la personne. Donc, à mon avis, ce sommet-là ne va pas résoudre la question du développement de l'Afrique. Comme José le disait, c'est-à-dire l'aide au développement, c'est bien, ça peut apporter un plus, mais ce n'est pas l'aide au développement qui peut développer un continent ou même un pays. Donc, il est temps Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Oui, selon moi, il faut que nos propres dirigeants d'abord prennent les problèmes au sérieux, qu'ils essaient d'investir au niveau local et dans les domaines porteurs des projets pour que la jeunesse malienne, mais la jeunesse africaine en général, puisse rester en Afrique, pouvoir travailler et pouvoir s'en sortir. Je pense que le développement de l'Afrique viendra de l'Afrique elle-même, pas de notre continent. Donc, aujourd'hui, il faut que ces dirigeants-là, les dirigeants africains, les trentaines d'Africains, des chefs d'État africains qui sont à Malte aujourd'hui, une fois Malte terminée, il faut qu'il y ait un sommet en Afrique pour vraiment, quelle va être la proposition de nos chefs d'État africains eux-mêmes, sans compter sur l'Europe aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui manque à nos dirigeants. Il faudrait qu'il y ait un sommet, que ce soit à Dakar, à Bamako ou à Lomé, qu'il y ait un sommet pour que les dirigeants africains eux-mêmes puissent en discuter et trouver des solutions aux problèmes africains et ne pas toujours attendre des autres. Alors, Sadio, nous n'avons pas entendu sur la question du renforcement des réseaux de passeurs avec ces nouvelles mesures de l'Europe. On sait que cette question de réseau de passeurs est un sujet quelque peu tabou au Mali, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces réseaux de passeurs? Les réseaux de passeurs, comme on le sait tous, il y a, dans n'importe quel pays africain, il y a ces réseaux qui existent. Mais comme l'a dit quelqu'un, nous n'avons pas de bateaux. Aujourd'hui, ces réseaux de passeurs ont pris de l'ampleur. Donc, les cerveaux sont ailleurs. Et je pense que ce sommet-là va davantage amplifier les réseaux de passeurs. Mais il y a quand même quelque chose que vous ignorez peut-être. En dehors des réseaux de passeurs, il y a ce qu'on appelle en Europe les marchands de sommeil. Et ça, c'est encore beaucoup plus pur que ces réseaux de passeurs. Une fois un immigré illégal débarque en Europe, toutes les tracasseries qu'il subit. Et je ne peux pas vous énumérer tout, mais je pense que c'est encore beaucoup plus dur pour un immigré illégal de vivre en Europe dans des conditions que nous savons vraiment. Donc,
que ce soit les réseaux de passeurs, que ce soit les marchands de sommeil. Je pense que l'immigration aujourd'hui, et surtout l'immigration irrégulière, est une source d'économie pour l'Europe et pour certains, malheureusement pour certains passeurs africains. D'accord, merci beaucoup Sadio. Je rappelle que vous êtes du Haut Conseil des Maliens de France. Alors Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés. Nous allons parler un peu des différents programmes de réinsertion des expulsés au Mali. Dites-nous quels sont les programmes phares issus du partenariat Nord-Sud pour la réinsertion des expulsés. Alors, je parle un peu en globalité, globalement. Le Mali, aujourd'hui, on vient de terminer la politique nationale sur la migration. Le gouvernement malien a demandé 120 milliards de nos francs pour les réinsertions des migrants. Notre inquiétude, c'était comment les migrants expulsés puissent être dans ce projet. Au-delà, nous, les associations, des petites associations comme l'AME, comme les autres, on a des conventions avec nos partenaires européens. Alors, pour leur insertion, on est en train de voir, et ça ne peut pas se faire d'une manière sans réfléchir. Il faut demander l'intéressé, la personne, le migrant, à leur retour, qu'est-ce qu'il peut faire, quel est son projet de réinsertion. Par exemple, nous, on a bel et bien analysé celui qui a travaillé en Europe dans les usines qui fabriquent les voitures. Et pendant 20-30 ans, à son retour, tu lui donnes le daba pour aller cultiver, que c'est un projet de développement ou un projet de co-développement, ça ne peut pas réussir. Donc le projet de développement, je pense que les migrants de retour ou les migrants de retour volontaire ou involontaire doivent participer à des grands dialogues pour pouvoir connaître leur projet définitif et pour accélérer dans ce sens. D'accord. Merci beaucoup Ousmane Diarra de l'association des Maliennes des expulsés. Alors Bakary Doumbia, vous êtes le représentant national de l'OIM. Aujourd'hui, quels sont les programmes phares de réinsertion des expulsés? Est-ce que vous êtes associé à ces programmes-là au Mali? L'OIM en tant qu'organisation intergouvernementale ne participe pas au projet de réinsertion de personnes déportées. En tant que tel, ce n'est pas notre travail. Le travail que nous faisons l'assistance des migrants volontaires, ceux qui sont arrivés en Europe et qui veulent retourner dans leur pays de façon volontaire. Et deuxièmement, ceux qui, sur la route de la migration, ont vu par exemple que la route est si difficile qu'ils ne peuvent plus continuer ou qu'ils ne veulent plus continuer. Ils préfèrent préserver leur vie et ils décident de retourner dans leur pays. Nous, on aide ceux-là avec les financements que nous avons. Mais puisque je le disais tantôt, les questions de déportation des migrants, ce sont des questions d'intégrité qui sont en rapport avec les décisions des pays. L'OIM ne peut pas vraiment être impliqué dans ce processus, mais aider les personnes qui sont victimes, nous, on peut faire ce travail. Donc, pour revenir un peu à un certain nombre de points, il faut dire que pour seulement ce qui concerne le Mali, il faut dire qu'il y a deux principales causes qui poussent les gens vers la migration irrégulière. Lesquelles? Première cause, c'est la pauvreté. Et deuxième cause, c'est l'insécurité. Le Mali, le nord du Mali, on sait, avec l'insécurité de 2012, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans cette insécurité-là qui favorisent le départ de beaucoup de personnes. Alors, question, est-ce que ces migrants peuvent être considérés comme des réfugiés de guerre alors? S'ils demandent normalement. Donc, ça, ce sont des choses. S'ils demandent, je pense que ça pourrait être possible, mais je ne peux pas dire que ça va être possible parce que je ne suis pas le HCR et je ne suis pas le pays d'accueil. Je suis pas le pays d'accueil. Le deuxième, comme je le disais, c'est la pauvreté. On sait de façon, depuis plusieurs années, les zones de Caille, quelques zones au niveau de Bamako, ce sont des zones qui produisent beaucoup de migrants. Et dû à un certain niveau de pauvreté, les gens ne peuvent pas continuer. Ils se disent que l'Eldorado, c'est de l'autre côté. Et je pense que si on essaie de travailler de façon consistante à réduire la pauvreté des personnes, enfin dans les zones de départ, dans les zones de départ des migrants,
on peut résoudre une bonne partie de cette migration irrégulière. D'accord, merci Deuxième beaucoup. chose aussi, je pense Rapidement, que Bakary. si on donne la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en Europe, qui se disent que qui nous disent que s'ils avaient la possibilité de se retourner en route, ils l'auraient fait. De donner la possibilité à ces personnes-là de retourner sur la route de la migration, donc qu'il y ait des structures qui soient disponibles sur ces voies pour aider les personnes à retourner. D'accord. Troisième chose, je pense que l'élément de sensibilisation est un élément majeur. Tout le temps, les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Il faudrait, comme M. Diarra disait, qu'il y ait une sensibilisation et que cette sensibilisation ne soit pas limitée aux migrants lui-même, mais parce que il y a le poids de la communauté. Il y a le cadre social également. D'où vient le migrant qui participe aussi au départ. Donc, une sensibilisation qui prenne en considération le migrant et son cadre de vie. Et aussi, un autre élément. Bakary, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Un seul élément. Alors, rapidement. La loi, renforcer les lois contre la traite des personnes. D'accord, merci donc, beaucoup Bakary. Si ces éléments sont là, je pense que on va aller loin pour la lutte contre la migration. Merci Bakary, vous êtes de l'OIM, vous êtes le représentant national de l'OIM au Mali. Alors Sadio Diakité, est-ce que vous êtes avec nous? Alors quelle phase du programme national de migration adopté donc au Mali laisse au développement local? Je pense que nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre des Maliens de l'extérieur à Paris et nous avons échangé avec lui sur ces rapports-là. Nous pensons que si ce n'est pas une question théorique seulement, parce qu'on en a tellement de rapports qui sont dans les tiroirs et qui ne n'ont jamais servi, si on arrive à appliquer l'intégralité, dans son intégralité ces rapports-là, je pense que ça permettra de créer des emplois dans les différentes régions du Mali et de stopper un peu. Je ne peux pas dire qu'on va, on va éradiquer totalement les déplacements des jeunes, mais ça permettra quand même de limiter vraiment les départs des jeunes. Les départs. Merci donc, beaucoup. Je pense que ça, c'est une réalité. Et puis... Voilà, merci beaucoup Sadio. Je rappelle que vous êtes du Haut Conseil des Maliens de France. Alors José Naranjo, vous êtes journaliste à El País, quotidien espagnol. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Europe fait assez dans le cadre du renforcement du développement dans les pays de départ? Comme je viens de dire, il y a vraiment des chiffres qui sont inquiétants. On fait, mais vraiment, je vois que maintenant, ça ne va pas avec la coopération. Mais quand même, comme je viens de dire aussi, la coopération, ce n'est pas la clé pour développer un pays. Mais il y a une dernière question que je me pose toujours, c'est quand il y a des noyades de migrants, quand il y a des bateaux qui coulent, il y a 300, 400, 500 morts, où est-ce qu'ils sont les dirigeants africains oui, d'accord, ils vont dans les manifestations quand il y a des attentats à Paris, mais où est-ce qu'ils sont quand il y a ces propres populations qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est une question que je me pose donc aussi. Parce que c'est un problème. C'est un problème des deux côtés. C'est un problème de l'Europe, mais c'est un problème aussi des dirigeants africains. Il y a une responsabilité qu'ils doivent prendre. Je viens d'être en Gambie, par exemple, où est-ce qu'il y a la ligne qui divise la crise économique en Gambie et les problèmes politiques qui sont là, qui sont sur place. Les gens, ils sont en train de souffrir par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Cette émission était consacrée au sommet de Malte sur la migration, sommet auquel prend part plusieurs chefs d'État africains. Nous étions avec 4 invités. Bakary Doumbia, représentant national de l'Organisation internationale de la migration. Nous étions également avec Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Également avec nous, Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés et José Naranjo, journaliste à El País, au quotidien espagnol. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la mise en onde. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Peting Diarra à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre départ. Pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibero. Halud Mauni. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.